Cabral Libye aller vers ce tableau, présenter schématiquement votre projet de société au plan politique assorti de votre programme. Je signale qu'il est consigné dans cet ouvrage. Ce que j'ai vu manifeste de la rupture et du progrès. Est-ce que vous pouvez regarder cette caméra et indiquer aux Camerounais en substance ce que vous leur proposez pour 2025? Bien, merci beaucoup. Pour 2025, il y a d'abord une vision. La vision... là, voilà, c'est bon, c'est bon. Le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Ça, c'est la vision. En plus de la vision, il y a une idéologie. L'idéologie, le fédéralisme, communautaire. La vision, l'idéologie, une méthode, la rupture. Voilà, le cadre est placé. Maintenant, en plus de ces trois éléments, il est permis que je fasse n'est-ce pas? Votre tableau n'a pas une surface conséquente. Il y a maintenant des axes programmatiques majeurs. Le premier axe programmatique, c'est la décentralisation communautaire. Alors, c'est quoi la décentralisation communautaire? C'est le pendant principal de notre idéologie. Pour aller très vite, nous effaçons les 10 régions actuelles et nous transformons les départements actuels en régions. Vous me direz, j'entends d'ici, vous me direz ça fait beaucoup. Mais ça ne fera pas beaucoup. Ça fait beaucoup de charges pour l'État. Puisque nous allons agglomérer, nous aurons déjà balayé les 10 régions et nous allons agglomérer les régions, dont les départements actuels devenus régions, mais des régions qui sont affinitaires par l'histoire, par l'anthropologie, par la sociologie. Et nous passerions très rapidement de 58 à un maximum de 30 régions. Et qu'est-ce que nous allons faire des 30 régions? On va les autonomiser. C'est ce que nous appelons donc dans notre offre politique la région communautaire autonome. Si nous partons de l'existant, c'est-à-dire l'article 25 alinéa 2 de la loi de 2019, la loi cadre de la décentralisation, qui dispose que 15% au moins des recettes de l'État doivent être données aux collectivités territoriales décentralisées au titre de la dotation générale de la décentralisation, avec un budget de 7 300 milliards pour 2025. Qu'est-ce que ça donne schématiquement? 15%, ça donne environ 1000 milliards. Et sur les 1000 milliards, si nous restons avec l'existant, nous donnons à chaque commune qui existe, on en a 360 actuellement, 1 milliard, nous restons avec pratiquement 600 milliards, d'ailleurs un peu plus de 600 milliards. Et aux régions, aux collectivités régionales, avec les présidents de région, les conseils régionaux, nous leur donnons à chacune des régions, mais dans notre cas il y en aura 30, entre 1,5 milliard et 2 milliards de francs CFA. À partir de là, nous avons coutume de dire que même l'élu le plus médiocre transformera le quotidien de ses citoyens. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Si nous prenons la première année, si nous avons gagné l'élection présidentielle, nous avons 1000 milliards. Qu'allons-nous faire? Quelque chose de très simple. Pour ce qui concerne l'entretien routier, par exemple, nous prendrons seulement la moitié de ces 1000 milliards, l'autre moitié nous permettant toujours de faire la distribution que nous avons évoquée tout à l'heure. Et avec les 500 milliards, nous achèterons pour chaque commune du Cameroun 4 engins, une niveleuse, un compacteur, une pelle chargeuse et un bulldozer. Ces 4 engins, il y a ici sur ce plateau des élus qui ont déjà acheté des engins neufs, des élus PCRN qui ont déjà acheté des engins neufs pour leur commune, donc on ne me dira pas que je ne sais pas de quoi je parle. 500 millions en moyenne pour chaque commune. Avec 500 milliards,
vous aurez doté pratiquement déjà dès la première année toutes les communes du Cameroun d'engins nécessaires pour l'entretien routier avec tout ce que cela entraîne comme conséquences positives. Mais nous allons également articuler l'industrie culturelle aux régions communautaires autonomes. Nous allons articuler la libération des énergies sportives aux régions communautaires autonomes. Là, je viens de vous parler du premier axe majeur. Deuxième axe majeur, la restructuration de la production minière et énergétique. Production minière, alors, il y a deux types de mines. Les mines liquides et les mines solides. Alors, la mine liquide, elle est gérée par la SNH. Notre position, d'ailleurs, là-dessus est connue. Mais nous voulons surtout insister sur les mines solides. Et notamment la restructuration de la SONAMINE, la Société nationale des mines, qui a été créée par un décret du 14 décembre 2020, qui, déjà dès sa création, a un gros problème. Ceux qui aiment la lecture liront l'article 4 alinéa 2, qui donne l'exclusivité de la SONAMINE de l'achat et de la commercialisation de l'or et du diamant. Nous changerons ça immédiatement pour donner à la SONAMINE l'exclusivité de la production de l'or et du diamant. Pourquoi? On y reviendra dessus, on y reviendra tout à l'heure, parce que nous avons comme autre axe majeur la souveraineté monétaire. La souveraineté monétaire. Et pour arriver à la souveraineté monétaire, nous devons obligatoirement relever à la hausse nos réserves en or. C'est pour ça qu'il faut sortir déjà de l'artisanat, parce qu'en créant la SONAMINE, en fait, on mettait fin à la vie du CAPAM, qui était un programme d'artisanat minier. Mais nous sommes restés dans l'artisanat minier, ça c'est une chose. Et nous avons continué à concéder l'exploitation de l'or aux entreprises privées avec toute la corruption qu'il y a dans le secteur. Donc désormais, l'or et le diamant, exclusivité de la SONAMINE, et nous dotons la SONAMINE d'une puissance, nous l'équipons d'une capacité d'exploration, capacité de transformation, de production, de transformation et de commercialisation. Et évidemment, ça veut dire qu'il faut investir sur les équipements. Ça veut aussi dire que contrairement à ce que nous avons maintenant, la SONAMINE aura des titres miniers, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et évidemment, nous arrivons au troisième axe majeur dont nous avons parlé, qui est la souveraineté monétaire. Sur ce point, nous parlons aussi de la binarisation. Ça vous renvoie à quelqu'un, Dieudonné Somba, mais ce n'est pas exactement la même chose. Parce que pour nous, les choses se présentent comme ceci. Dans un premier temps, nous allons discuter, et là c'est de la diplomatie, nous allons discuter avec les autres États de la zone CFA dans l'optique de récupérer notre politique monétaire. Parce que chaque fois que les gens parlent de la monnaie, il ne s'agit pas tant seulement de la monnaie qui est l'instrument de change, mais c'est davantage derrière notre politique monétaire que nous avons perdu. Et on ne peut pas afficher des ambitions d'industrialisation, comme peut-être nous aurons l'occasion de décliner cela davantage tout à l'heure, et se priver de l'outil principal qui est la politique monétaire, notamment notre capacité de moduler selon nos ambitions, par exemple le taux de change. Et ça, c'est ce que nous avons perdu depuis l'accord de Fort-Lamy et tout ce qui vient derrière. On ne va pas encombrer les gens avec tout ça. Donc, nous, si nous y arrivons, nous reprenons notre politique monétaire avec les autres États. Si nous n'y revenons pas, pourquoi nous avons une politique de réserve d'or, nous allons devoir sortir individuellement, tout seul, et nous allons rester dans la... C'est pour ça que nous parlons de binarisation. Parce que pour nous sortons donc de l'UMAC, l'Union monétaire d'Afrique centrale, je crois d'ailleurs qui a été réformée en 2016. Mais nous restons dans la CEMAC parce que la CEMAC pour nous c'est un marché. Donc, à l'intégration. Sauf que sur la question monétaire, on est allé trop vite. Parce que l'intégration, c'est d'abord les barrières tarifaires, les barrières tarifaires communes, puis un taux extérieur commun, puis l'intégration des politiques économiques, puis alors on arrive à la monnaie. Mais nous, comme d'habitude, souvent en Afrique, pour des raisons sur lesquelles on ne va pas revenir, on a souvent mis la charrue avant les bœufs. Donc, ça, c'est quelque chose pour nous de fondamental. Après, la souveraineté monétaire,
Ben, nous entrons dans ce que j'ai envie de dire, notre cœur de métier, nous en avons souvent parlé. La production ou l'industrialisation, l'industrialisation agricole. Le Cameroun, en termes de potentiel... de troisième génération ou de quatrième génération. Ah, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Le Cameroun, 7,2 millions de terres arables. 7,2 millions d'hectares de terres arables. C'est un potentiel, donc de terres cultivables, potentiel légèrement supérieur à celui de la Malaisie, qui est un des dragons d'Asie aujourd'hui, et presque équivalent à celui de l'Allemagne. Mais nous n'exploitons à ce jour qu'1,8 million d'hectares de terres arables. C'est inadmissible. Nous, on a l'intention d'exploiter au moins la moitié sur 5 ans. Ça veut dire que c'est pratiquement 600 000 hectares que nous devons mettre en production. Et nous avons l'intention de construire au moins 60 unités de transformation agricole, sachant que l'exploitation... La clameur risque de perturber le président. Il vaut mieux le laisser terminer son exposé. Sachant que la mise en exploitation d'un hectare de terre, c'est 1 million de francs CFA. Ça fait donc, pour chaque année, nous aurons besoin de trouver 600 milliards de francs CFA pour pouvoir atteindre nos objectifs. Évidemment, on va nous poser la question, nous savons que ça va revenir tout à l'heure. La société civile qui vous attend va certainement demander où allez-vous trouver l'argent. Où allez-vous trouver l'argent? Mais c'est un autre de nos axes majeurs. L'audit d'au moins 20 grands projets de ces dernières années, ça va nous permettre de retrouver de l'argent. Mais mettons cela sur le compte de la réforme judiciaire. La réforme judiciaire. Qui va contribuer à améliorer le climat des affaires. Ça va contribuer à améliorer le climat des affaires. D'ailleurs, je vous invite, pour ceux qui s'intéressent à ces questions, à aller sur le site du GECAM. Vous trouverez le plaidoyer que le GECAM a publié il y a quelques jours sur l'amélioration des conditions judiciaires, en tout cas en matière commerciale au Cameroun. Et lorsque j'ai lu ce plaidoyer, je me suis dit, ah mais tiens, c'est comme si on s'était concerté avant. Parce que lorsqu'il propose par exemple la création des juridictions commerciales, nous les avons proposées dans notre projet de société. Lorsqu'il décrit l'élasticité des délais de procédure judiciaire, nous l'avons évoqué dans notre projet de société parce que nous voulons ramener tout cela à maximum 6 mois. Lorsqu'ils évoquent le déficit d'équipement, le déficit de personnel, la question notamment du traitement des magistrats, parce qu'au-delà de tout ce qu'on raconte, ils sont parmi les moins bien traités d'Afrique. Toutes ces questions, nous les avons abordées dans notre projet de société. Comme fonctionnaire au Cameroun. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, dans le contexte camerounais, mais ça, c'est nos débats. Donc, que ce soit la question de l'efficacité de la justice avec la proximité, la question de l'humanisation de la justice, où nous évoquons les personnels, les auditeurs de justice, nous évoquons les auxiliaires de justice, c'est-à-dire les magistrats, les huissiers, et même le gardien de prison, parce que souvent on oublie ce qui se passe dans les prisons, où en théorie on devrait avoir... Personnel de l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire, l'administration pénitentiaire, merci, où les ratios c'est un personnel pour 3 prisonniers, mais on se retrouve dans des situations, par exemple la prison centrale de Yaoundé, qui est prévue pour 1500 prisonniers, on en a 5000 pour à peine, je ne sais même plus, une centaine de personnels. Donc ça c'est également la réforme de la justice, très important, et puis évidemment la question de la digitalisation que le GECAM a également évoquée, qui permet d'accélérer les procédures de justice. Alors là, ces 4 axes majeurs, je vais me permettre d'en ajouter, j'efface déjà d'abord, et d'en ajouter 1 ou 2 qui nous paraissent absolument cruciaux. Un autre axe majeur, c'est la Caisse nationale de sécurité santé. Voilà. Ouais. Caisse nationale de sécurité à côté de santé. La Caisse nationale de la prévoyance sociale. Alors, à s'inscrire dans la protection sociale, il faut réformer. La prévoyance sociale, elle s'occupe de la vieillesse, elle s'occupe des pensions vieillesse, elle s'occupe les 9 modalités. En matière de santé, des travail. Alors, c'est complètement réformé. Mais nous, la Caisse nationale de sécurité, parce que pour nous,
qu'on arrive à un point où un Camerounais qui est malade est pris en charge immédiatement. Vous allez me demander comment tout cela va être financé. Parce que selon les statistiques que nous avons, les dépenses globales de santé au Cameroun par an tournent autour de 700 milliards. Alors l'État du Cameroun n'est pas à jour sur ce point, même si il a été adopté une stratégie du secteur santé 2016-2027 qui était chiffrée à 5 824 milliards, qui demandait donc un investissement annuel dans le domaine de 400 milliards par an, alors même d'ailleurs qu'en 2001, le Cameroun s'est engagé avec la déclaration d'Abuja à consacrer 15% de son budget à la santé. Rien n'est fait, on en est toujours à 6 ou 7% par an. Je parle d'autorité, puisqu'on travaille sur tout ça. En tout cas, on a une équipe de fact-checkers, ils vont vérifier que vous indiquez. L'émission, ils sont là. C'est dire à tous les Camerounais que chacun d'entre nous doit contribuer pour sa santé dans notre pays. Ça veut dire que chaque Camerounais, selon l'activité qu'il mène, selon ce qu'il fait, aura un taux. Et ce sera obligatoire. Ben, on ne va pas poursuivre les gens. On va simplement subordonner l'accès ou conditionner l'accès à un service public à la présentation de sa carte de souscription à la Caisse nationale de sécurité santé. Vous savez, on est dans un pays où personne ne peut vivre sans demander un service public. Oui. Eh bien, vous voulez inscrire votre enfant à l'école, on va vous le demander. Vous faites du transport. Vous voulez porter plainte au commissariat. Vous voulez porter plainte, on va vous le demander. Vous voulez même faire tout ce que vous voudrez faire, donc ainsi de suite. Les Camerounais seront enrôlés et ça va d'ailleurs résoudre notre problème, celui de l'économie informelle. Puisqu'à partir de ce travail, on saura exactement qui fait quoi, qui est où, et on mettra fin progressivement à l'informalisation ou à l'informalité, au caractère informel de notre économie. Et puis, si vous voulez, avant-dernier axe majeur, l'éducation. Le chèque éducation. Là encore, il y a déjà un gros problème, c'est que dans notre projet de société, nous proposons la décolonisation de notre système éducatif, dont nous abordons la question de la carte scolaire, la question du livre, la question du calendrier scolaire, parce que beaucoup de gens ne savent pas que jusqu'à ce qu'on harmonise le calendrier scolaire en 1975, il y avait le calendrier scolaire de la partie septentrionale française, de la partie méridionale française et même le calendrier de la partie anglophone. Tout cela a été harmonisé en 1975, mais ça obéit à quoi en fait? On a l'impression qu'on est toujours dans une forme de mimétisme de l'ancienne puissance, de l'ancienne puissance coloniale. Donc il faut absolument sortir de là. Toutes ces questions, nous les abordons, pourront revenir en profondeur. Mais le chèque éducation permet, en fait c'est une forme de subvention que nous allons mettre en place pour accompagner les élèves dans le secondaire et les étudiants. Ça s'appelle le chèque éducation. Maintenant, pour finir, juste pour la route, il y a par exemple la nationalisation de 50% de la commande publique. C'est quelque chose de particulièrement important qu'il faut, je devrais le noter, qu'est la nationalisation. Parce que ce sera screenshoté, j'imagine. De la moitié. En ce moment, nos différentes équipes sont en train de checker cet exposé. De la commande publique. On va en débattre. Voilà. On va en débattre, oui. Voilà, globalement. Voilà, quelques axes majeurs, de façon schématique, quelques axes majeurs que nous avons présentés qui font donc la déclinaison de notre